Avant de commencer, il faut bien sûr faire un petit rappel. La fièvre typhoïde est une infection bactérienne généralisée provoquée par des bactéries appelées Salmonella. Le diagnostic peut s'avérer complexe car les symptômes ne sont pas toujours spécifiques et peuvent ressembler à ceux d'autres infections. C'est pourquoi il est essentiel de penser à cette maladie ou pathologie dès qu'un patient présente une fièvre prolongée qui dure plusieurs jours sans cause évidente, accompagnée de troubles digestifs comme la diarrhée, la constipation ou des douleurs abdominales et parfois de troubles neurologiques comme une fatigue extrême, une confusion ou une lenteur mentale. L'évolution clinique de la fièvre typhoïde se déroule en plusieurs phases, chacune présentant des caractéristiques particulières. Première phase, la phase d'incubation, est généralement silencieuse, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas de symptômes évidents. Elle dure environ 10 jours après la contamination. Chez certains patients, on peut observer une diarrhée passagère, mais ce n'est pas systématique. C'est la période où la bactérie est déjà dans l'organisme, mais sans manifestation clinique significative. En avançant, la phase d'invasion correspond généralement à la première semaine de la maladie, ce qu'on appelle le premier septennat. Cette phase est marquée par l'apparition progressive des symptômes, souvent trompeurs car peu spécifiques au début. Cette phase se caractérise par la présence de signes généraux comme la fièvre qui est constante et ascendante. Elle augmente petit à petit chaque jour, atteignant souvent 40 degrés vers le 7e jour. On observe aussi une dissociation entre le pouls et la température. Normalement, lorsque la température augmente, le rythme cardiaque ou le pouls accélère. Ici, le pouls reste relativement lent par rapport à la fièvre, ce qui est un signe typique mais pas toujours présent. D'autres symptômes généraux incluant une grande fatigue ou asthénie, une perte d'appétit, ce qu'on appelle l'anorexie et un malaise général. Les patients peuvent souffrir aussi des signes digestifs comme des nausées, de la constipation plutôt que la diarrhée, ce qui est souvent contre-intuitif, et parfois des douleurs abdominales, notamment dans la partie droite du bas-ventre. Parmi les signes neurologiques, on trouve très souvent des céphalées frontales, des troubles de sommeil, ce qu'on appelle l'insomnie et parfois des vertiges. Autres signes possibles comme des épistaxis, c'est-à-dire des saignements provenant du nez spontanément, observés chez certains patients. Au cours de cette phase, l'examen clinique est souvent pauvre, mais certains éléments peuvent orienter le diagnostic. Comme on l'a dit, la dissociation pouls-température peut être notée à l'examen clinique. Une langue saburale, c'est-à-dire recouverte d'un enduit blanchâtre sale, souvent au centre avec des bords rouges. L'abdomen peut être météorisé, c'est-à-dire distendu par les gaz, et parfois est sensible, en particulier dans la fosse iliaque droite, perçoit parfois des gargouillements intestinaux. À l'examen clinique, on peut aussi détecter une splénomégalie discrète, c'est-à-dire l'augmentation légère du volume de la rate. Même s'il est inconstante, c'est un signe précieux. À noter que dans certaines situations, la maladie peut débuter de façon brutale avec des symptômes digestifs intenses qui font penser à une gastro-entérite. Cela peut retarder le diagnostic si on ne pense pas à la fièvre typhoïde. Passons à la troisième phase ou la phase d'état. La phase d'état correspond à la deuxième semaine de l'évolution de la maladie. À ce stade, les signes cliniques deviennent beaucoup plus marqués, rendant le tableau plus caractéristique et aidant au diagnostic. La fièvre reste élevée, souvent autour de 40, et persiste sans fluctuation importante. On retrouve toujours la dissociation pouls-température, un signe assez typique malgré la forte fièvre. Le pouls reste relativement lent, ce qui est inhabituel dans d'autres infections. Le malade peut entrer dans un état de tophus, qui est un état de prostration marquée. Elle est très fatiguée, souvent somnolent et peu réactif à ce qui l'entoure. On peut aussi observer une obnubilation ainsi qu'une confusion mentale. Un signe très évocateur est l'inversion du cycle nictéméral. Le patient est somnolent le jour et insomniaque la nuit, ce qui reflète une atteinte du système nerveux central par la toxine bactérienne. Les diarrhées deviennent plus fréquentes et prenant un aspect très évocateur décrit comme jus de melon. Elles sont liquides, verdâtres et sans grande odeur. Ces diarrhées s'accompagnent souvent de douleurs abdominales diffuse, mais parfois localisée dans la fosse iliaque droite. À l'examen clinique, on retrouve une splénomégalie qui devient plus évidente à la palpation. La fosse iliaque droite reste gargouillante ou touchée, ce qui reflète une activité intestinale accrue ou désorganisée. Et dans environ 25% des cas, on peut observer des macules rosées lenticulaires, c'est-à-dire des petites taches roses de forme arrondie comme une lentille sur les flancs ou le thorax. Ce sont des lésions cutanées caractéristiques mais pas toujours présentes. Plus rarement, on peut noter une ulcération au niveau des piliers antérieurs du voile de Pauli, un signe appelé angine de Digue. Ce signe, bien que peu fréquent, peut renforcer la suspicion clinique lorsqu'il est présent.
En ce qui concerne les examens paracliniques, ils sont essentiels pour confirmer le diagnostic de la fièvre typhoïde, surtout lorsque les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Avant même de faire des tests spécifiques, certaines analyses sanguines peuvent suggérer la présence d'une infection typhoïdique, une leuconotropénie, c'est-à-dire une baisse du nombre de globules blancs, en particulier les neutrophiles, ce qui est inhabituel pour une infection bactérienne. Une VS ou vitesse de sédimentation peu élevée, mais CRP ou protéines C-réactives reste augmentée. On peut aussi observer une cytolyse hépatique avec une augmentation des enzymes hépatiques. Le LDH ou lactate déshydrogénase peut également être élevé, signe de souffrance cellulaire. Pendant la phase d'invasion, l'examen clé pour poser le diagnostic est l'hémoculture ou l'analyse du sang pour rechercher les bactéries. Cette hémoculture est essentielle car elle est positive dans plus de 90% des cas, à condition qu'il soit fait avant toute antibiothérapie. Cela permet d'identifier directement la bactérie Salmonella typhi. En revanche, le sérodiagnostic ou la recherche d'anticorps et les coprocultures ou l'analyse des selles sont en général négatifs car l'organisme n'a pas encore produit suffisamment d'anticorps et la bactérie n'a pas encore été éliminée par les selles. Pendant la phase d'état, d'autres examens deviennent utiles. Les examens sérologiques, on utilise la réaction de Vidal et Félix, qui détecte la présence d'anticorps spécifiques dans le sang. Il s'agit d'anticorps anti-O contre les antigènes de surface de la bactérie et d'anticorps anti-H contre les flagelles. Ces anticorps apparaissent généralement à partir de la deuxième semaine. Les anticorps anti-O disparaissent en 2 à 3 mois, donc ils sont un bon marqueur d'infection récente. Et les anticorps anti-H peuvent persister plusieurs années, ce qui rend leur interprétation plus difficile. Une valeur d'anticorps anti-O supérieure à 1 sur 100 est fortement évocatrice d'une infection récente. Mais attention aux faux positifs, notamment dans d'autres maladies comme les salmonelloses notifiques, la yersiniose, le paludisme ou encore la brucellose. Dans cette phase, la coproculture ou l'analyse des selles devient positive plus tardivement, souvent après le début de l'élimination intestinale de la bactérie. Et les hémocultures peuvent encore être positives, mais les moins systématiques que le début de la maladie. On va parler de la prise en charge de cette pathologie dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.